Bonsoir à tous, vendredi 22 novembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Voici les titres du journal. André-Patrick Ropona, nouveau procureur de la République, il succède à Olivier Nzaou au terme du Conseil supérieur de la magistrature extraordinaire présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et puis les acteurs de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, revisitent leur cahier de charges, les questions de financement, de sécurité et de libre circulation des biens et des personnes sur la table de ce sommet extraordinaire. Enfin, bientôt la 5G au Gabon. La maison de téléphonie mobile Gabon Télécom va expérimenter cette dernière technologie sur 3 sites. Dans ce journal, nous ferons le point avec Confort Olga Okenkali et Pierre Claver est là. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le président de la République a reçu à son cabinet le ministre en charge de la justice et le premier président du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Des entretiens qui intègrent le processus de lutte contre la corruption et la promotion de l'état de droit en République gabonaise. Compte rendu, bienvenue Minko Bartel-Boisse. Un tête-à-tête pour cette double audience à forte teneur judiciaire. Le président de la République et le garde des Sceaux ont discuté des assises du Conseil supérieur de la magistrature et des grands chantiers de l'exercice judiciaire pour l'aboutissement des réformes dans ce secteur. En seconde heure, le numéro 1 du Gabon a reçu les premiers présidents du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Un échange à 3, une opportunité pour faire le bilan des réformes entamées depuis le début de l'année judiciaire. Toujours à la présidence de la République, un conseil supérieur de la magistrature extraordinaire s'est tenu ce matin. Les travaux étaient présidés par le chef de l'État en sa qualité de président du conseil supérieur de la magistrature. Une occasion pour Ali Bongo Ondimba de rappeler à tous l'intérêt de consolider l'état de droit. Compte rendu, bienvenue Minko Bartel-Boisse. Veiller au bon fonctionnement de la justice et placer au centre des priorités la consolidation de l'état de droit. Ce sont les instructions du président de la République en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature aux personnalités réunies pour cette session extraordinaire. Une rencontre particulièrement teintée du plein engagement du numéro 1 de la République pour la mise en œuvre d'une justice intègre au Gabon. Le Conseil a été convoqué conformément aux dispositions des textes en vigueur par son président qui est le chef de l'État, le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc il y a eu un bilan suite à l'ouverture de l'année judiciaire, un point. Et suite à ce point, donc, il y a un ensemble de décisions qui ont été prises et qui seront donc rendues publiques par communiqué officiel du ministère de la Justice. Cette rencontre est la seconde de l'année judiciaire au Gabon. Une réunion nécessaire, selon le premier président du Conseil d'État. On ne peut pas rester sans réaction si les nécessités l'exigent. Et c'est le cas. Et le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a jugé donc utile de tenir cette réunion, cette session extraordinaire du Conseil. Dans un contexte particulier d'assainissement dans la gestion des finances publiques et de lutte contre l'enrichissement illicite, la rencontre de ce 22 novembre intègre bien les grands chantiers de l'exercice judiciaire pour plus d'impartialité, plus d'équité et plus de célérité dans la dynamique de consolidation de l'état de droit en République gabonaise. On se rend tout de suite en France. La 20e édition du salon Milipol Paris réunit les acteurs du monde de la sécurité à l'initiative du ministère français de l'Intérieur. La rencontre du nord de Paris a vu la participation du Gabon par le biais du ministre d'État chargé de l'Intérieur, Edgar Anissé Mbumboumiakou. Envoyé spécial à Paris, Eric Nzengi Badinga. Les compagnies républicaines de sécurité, CRS, ont ouvert leurs portes au commandant en chef des forces de police nationale à Vélizy, banlieue parisienne, pour échanger sur de bonnes pratiques en matière de sécurité. Nous avons une longue tradition d'échange avec les compagnies républicaines de sécurité. Et il fallait visiter, sinon redécouvrir la doctrine d'emploi de ces forces au regard des mutations que nous observons
ici. Et ça a été un grand moment d'échange pour surtout revoir les règles d'emploi des forces de maintien de l'ordre dans la gestion démocratique. Pour la petite anecdote, les CRS ont eu des bandes jaunes en fait, sur les casques, et ça date de juin 1968. En fait, suite aux événements de mai 68, où à l'époque tous les policiers étaient équipés de la même manière, étaient habillés pareil, toutes les exactions qu'il y a pu avoir ont été mises sur le dos des CRS, puisque de toute façon on ne pouvait pas les distinguer, c'est la faute des CRS, c'est ceux qui ont mis le bazar. Et donc le directeur central de l'époque a décidé de faire mettre des bandes jaunes, de manière à ce qu'on soit de suite identifiable et qu'on puisse plus nous remettre tout ça sur le dos. Pascal Fouchard, le directeur central adjoint des CRS Paris, qui reçoit Marcel Yves Mapango Moussadji, est à l'origine de la création de l'unité spéciale d'intervention USI de la police gabonaise. Pour terminer, 71 ans d'histoire des CRS créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le général de Gaulle ont été rappelés au général de corps d'armée à travers la visite du musée des CRS. Un salon professionnel consacré à la sécurité intérieure des États qui aura facilité les échanges entre les différentes forces de police présentes à ce rendez-vous. La police gabonaise a joué sa partition. On retrouve Eric Nzengi Badinga depuis Paris. Par Christophe Castaner, pour ce rendez-vous mondial consacré à la sécurité intérieure des États, la France a frayé un large espace aux spécialistes du domaine pour y exposer les technologies et les équipements les plus récents dans le cadre de la gestion démocratique des foules. Répondre à l'invitation de la police nationale française et ensuite de découvrir, comme toutes les autres polices, toutes les innovations liées à la gestion de la sécurité dans les États. Le Gabon y est allé pour prospecter des équipements et du matériel de dernière génération pour nos forces de police nationales. Lumière, oui, les policiers, la vie. Ça c'est bon. Là-bas, par exemple, les matraques, Comme ça, avec le casque, voilà, on est, sans compter ça, on est à 3 000. Et là, vous êtes dans une qualité. Parce que bon, moi, je travaille dans différents pays africains, et c'est vrai que chez moi, En marge de cette rencontre, le ministre d'État Edgar Anissé Mboumiakou a longuement échangé avec Laurent Nunez, secrétaire d'État français chargé des questions sécuritaires. Et proche de chez nous, à Yaoundé, au Cameroun, début ce matin du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Gabon est représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogé Bekale. En toile de fond de cette réunion de haut niveau, les questions économiques, les défis sécuritaires, notamment la lutte contre la menace terrorisme et à laquelle les pays de la sous-région font face. Mais en ouvrant officiellement les travaux, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a fait une analyse des perspectives monétaires et financières de la sous-région. Une embellie, selon lui, pour l'ensemble de la communauté. Nous l'écoutons. Nous constatons que la situation économique de notre sous-région tend à s'améliorer substantiellement. Le taux de croissance sous-régional s'est situé à 1,8% en 2018. L'inflation se trouve en dessous de 3%. Les déficits budgétaires et extérieurs sont sensiblement réduits. La dette publique se situe à près de 50% du produit intérieur brut pour l'ensemble de la communauté. Les réserves de change de l'espace CEMAC s'établissent à présent à plus de 3 mois d'importation, écartant ainsi le risque d'ajustement monétaire. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Sur place à Libreville, l'ancien bâtiment abritant les services du ministère des Affaires étrangères a reçu la visite du ministre de tutelle. Alain-Claude Bilébizé est allé faire l'état des lieux de la structure, non sans penser à sa réhabilitation. Le point avec Abrel Guillain, Lemami et Médard Eric Engen.
Le ministère des Affaires étrangères, vidé de son personnel, accueille Billy Bizet, le chef de ce département ministériel, en visite pour dresser un état des lieux de la structure, quelques jours après la première expertise. Ces lieux que nous avons visités aujourd'hui, c'est l'adresse du ministère des Affaires étrangères. Malheureusement, un certain nombre de contingences liées à la vétusté accélérée du bâtiment, liées à d'autres contingences soupçonnées, ont fait que les agents n'étaient plus ici en capacité de travailler convenablement. Mes prédécesseurs ont jugé utile, et je leur donne raison, compte tenu de l'état des lieux que nous venons de constater, ont jugé utile donc de trouver une solution provisoire. Mais cette solution provisoire, il ne faut pas qu'elle devienne définitive. C'est donc ici le lieu pour Billy Bizet de réfléchir sur les possibilités devant contribuer à la réhabilitation du bâtiment, au regard bien sûr de la demande des agents et de l'opinion publique qui souhaitent le retour des services du ministère des Affaires étrangères à cette adresse. Si on peut réhabiliter ce bâtiment, ce serait plutôt une bonne option, dans la mesure où la réhabilitation coûterait moins cher que de raser le bâtiment et reconstruire. Mais nous verrons l'option qui sera conseillée par les cabinets d'experts que nous allons consulter. Je n'ai aucun doute que dans la mesure où cela serait possible, nous pourrions réhabiliter le plus rapidement. Mais nous allons explorer toutes les voies. Il y a la voie, bien entendu, du budget de l'État, si c'est possible, mais il y a aussi les voies de coopération. Comment est-ce que nous pourrions trouver des partenaires? La réhabilitation de cet édifice dépendra de la deuxième expertise et de la décision qui sera prise par les plus hautes autorités. De son côté, le nouveau président de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite était au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat avec la présidente de cette institution. Il était question de voir les possibilités de collaboration entre les deux institutions. Compte rendu, Gervais Fabrice Onjunga, Hilarion Akumbo. Accompagné de tous les commissaires membres, le président de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite, Nestor Mbo, vient d'être reçu par le bureau du Sénat quelques mois après sa prise de fonction. Objectif de la visite? C'est un usage républicain. Nous avons commencé à rendre visite aux autres institutions de la République et aujourd'hui le tour est revenu au Sénat. Des échanges enrichissants qui ont permis aux deux institutions de définir le cap pour leur future collaboration. Le Sénat reste disposé à accompagner la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics qui gangrènent l'appareil étatique du Gabon. Dans la perspective de l'examen de la loi des finances 2020, Nestor Mbo attend un soutien des élus du peuple pour le relèvement des crédits alloués à son institution. Nous comptons sur leur apport pour réaliser la noble mission qui est la nôtre, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Du Sénat, nous attendons un appui sur le plan du relèvement de nos budgets. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, aux grands mots, de grands remèdes. Alors, rien ne peut se faire avec des dotations budgétaires qui sont dérisoires. La lutte contre l'enrichissement illicite est un combat noble, un combat pour lequel le bureau du Sénat est prêt à s'y engager. On s'intéresse maintenant à la journée africaine de la statistique. J'y arrive, célébrée aujourd'hui à travers le continent. Cette journée qui offre l'opportunité de sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social a été marquée au Gabon par une série d'activités. Le point avec Patricia Lydie Mouélé, Hervé Nzigué. Tout le monde compte. Des statistiques de qualité pour une meilleure gestion des déplacements forcés en Afrique, un thème révélateur pour cette année qui consiste entre autres de mieux faire connaître les statistiques et leur utilisation au sein de l'administration. Nous avons repensé la réforme, nous avons pensé la réforme dans le sens où il faut effectivement mettre en place au niveau sectoriel des organes qui produisent pour leur secteur. Et ensuite, la statistique n'est là que pour les appuyer, pour valider et centraliser et diffuser les informations. Donc, à ce niveau, la réforme a prévu, et les textes sont là pour le démontrer, il y a ce qu'on a créé, ce qu'on appelle les directions centrales de la statistique et des études. Ces directions sont censées assurer donc le relais de l'organe central de la statistique au niveau des ministères sectoriels.
Les statistiques fiables assurent ainsi la transparence et la bonne gouvernance. Un dispositif donc performant au service de la transformation de l'économie et du développement durable et inclusif du Gabon. Dans cette optique, les enjeux des statistiques dans la prise de décision s'avèrent capitaux. L'ambition du gouvernement est de mettre en place un institut national de la statistique qui sera en charge, en plus de son rôle d'encadrement, de coordination et de production des données, de réaliser toutes les recherches idoines en matière de statistiques. Une volonté du gouvernement de placer les statistiques au cœur des actions novatrices de bonne gestion du pays. Les travaux de la 6e édition de l'Afrique Agri Forum se sont achevés ce matin à Libreville. Les experts et les participants se sont accordés sur une série de recommandations, notamment l'amélioration du secteur de l'agriculture en Afrique centrale. Reportage Marie-Jo Moussavou Makondi, Richard Moubiwa. En baissant ses rideaux au terme de 2 jours d'échange, les délégués à la 6e édition Africa Agri Forum, qui se tenait dans la capitale gabonaise, se félicitent des échanges et des résolutions pertinentes qu'ils ont adoptées dans le but de relever le défi du département de l'agriculture en Afrique de façon générale et dans la sous-région en particulier. De telles rencontres nous permettent d'acquérir des expériences de certains pays, principalement le Maroc qui est très avancé dans la situation agricole. Ça nous permet aussi de revoir nos politiques et nos stratégies pour nous permettre d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Hôte de ce forum, le ministre gabonais de l'Agriculture, Biandi Maronga Moussavou, a une nouvelle fois profité de cette nouvelle tribune pour décliner la vision du gouvernement qui intègre les objectifs du forum. Le Gabon aujourd'hui, lorsque nous sommes choisis pour le lancement de la phase 2 du programme WAVE, lorsque nous sommes choisis pour abriter cet Africa Agri Forum pour la 2e année consécutive et se place définitivement comme un pays qui est reconnu comme étant un pays qui fait beaucoup d'efforts, comme un pays volontariste, comme un pays qui a du potentiel. Et ça, c'est le fruit du travail et des très hautes orientations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, l'ensemble du gouvernement gabonais se réjouit de la justesse de ces orientations et surtout se réjouit de l'adhésion. À Libreville, les délégués ont également abordé les questions liées à la pêche, un secteur jugé prometteur et stratégique et qui peut apporter une valeur ajoutée à nos économies. Nourrir les Gabonais avec des produits bio, Made in Gabon, c'est le défi que s'est donné la Société gabonaise de développement agricole. La société est située à 55 km de Libreville sur la Nationale 1. L'entreprise fait dans l'élevage de poules et de porcs, mais également dans l'agriculture et le maraîchage. Depuis janvier 2019, la Sogada alimente déjà le marché de Libreville. Voici la visite guidée de l'un des leaders du bio à Libreville avec Rodolphe Mukambi Mbomba et Rodolphe Eyelenve. Cuire et commercialiser les aliments bio Made in Gabon, un objectif que s'est donné cette PME gabonaise de 57 employés. Après bientôt une année de mise sur le marché de ces produits, la Sogada s'ouvre pour la première fois à la presse. Une visite guidée qui débute ici, dans ces poulaillers, 10 au total de 2000 poules chacun. On devait faire le ramassage 2 fois par jour, mais nous sommes obligés de le faire progressivement pour éviter qu'il y ait beaucoup de casse. Donc 1 heure après, on rentre dans le bâtiment pour récolter les œufs. Ces œufs récoltés sont amenés dans cette salle de tri et cette machine se charge de les étiqueter. Ensuite, ils sont classés manuellement avant de les acheminer dans les différentes surfaces commerciales. Depuis janvier 2019, la Sogada produit environ 54 000 œufs par mois, disponibles dans certaines grandes surfaces commerciales comme Sekagadis et autres. En ce moment, nous sommes en train d'essayer d'atteindre notre vitesse de croisière avec 18 000 œufs produits journalièrement. À côté de l'élevage des poules pondeuses, la PME gabonaise fait également de l'élevage porcin. Ici, dans ce cheptel, 90 spécimens sont enregistrés, dont 17 femelles et 3 mâles verras entre autres. Mais il faut attendre 8 mois pour voir ce porc arriver à l'abattoir avant de finir dans votre assiette. À cet âge-là, c'est l'âge idéal pour vendre votre porc. Parce que quand il a 100 kg, le rendement carcasse est autour de 75%. Donc vous avez un porc poids carcasse de 75 kg à peu près. La Sogada fait également dans l'agriculture
particulièrement la banane plantain, le maraîchage. En octobre 2019, cet espace de 1000 m² a donné 4 tonnes de tomates à la récolte, pareil pour cet autre espace de même dimension qui en a produit 5 tonnes d'aubergines violettes. Sous cette pluie fine, l'administrateur général nous guide avec fierté sur les installations de sa ferme, financées sur fonds propres. Les banques au Gabon feraient mieux aussi, par moment, de prendre des risques, parce que c'est d'abord des banques commerciales. L'État aussi gagnerait à mettre des mécanismes en place pour pouvoir aider ceux qui ont déjà fait au moins leurs preuves ou qui aimeraient faire leurs preuves. La Société gabonaise de développement agricole ambitionne de devenir un des leaders de la consommation bio-made in Gabon et sans doute viser l'international. Et dans nos programmes ce soir, vous suivrez un magazine consacré à cette structure, la Sogada. Et ce qui focalise l'actualité dans le secteur des télécommunications, c'est le lancement expérimental de la 5G au Gabon. Cette technologie du groupe Gabon Télécom va être expérimentée pour une durée de 6 mois au départ sur 3 sites bien sélectionnés. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à laquelle assistaient Comfort Olga Okenkali et Pierre Claver est là. La Sablière, le boulevard Triomphal et le bâtiment interministériel, 3 îlots de présence de la 5G sélectionnés pour le lancement expérimental de cette dernière technologie. Le Gabon tient comme avec la 4G à figurer parmi les premiers pays à expérimenter la 5G. Mais pourquoi maintenant la 5G? Nous sommes-nous interrogés au cours de cette conférence de presse à l'endroit du directeur général de Gabon Télécom. La 5G, ce sont de très gros investissements. C'est 4 à 5 à 6 fois le nombre de sites à augmenter. Pourquoi? Parce que la 5G, pour qu'on puisse avoir ces débits promis, c'est les fréquences hautes. Et les fréquences hautes nécessitent beaucoup plus de BTS. Donc c'est énormément d'investissements. L'opération est prévue se dérouler sous le type d'expérimentation grandeur nature et non de maquette sur une durée de 6 mois, voire 1 an. Mais la mise en place pourra, elle, prendre un certain temps pour des raisons qu'évoque ici le président de l'ARCEP. Cette expérimentation doit être bien comprise. C'est une expérimentation. C'est un protocole qui se passe partout ailleurs lorsque nous rentrons dans une nouvelle technologie. Donc c'est un champ d'expérimentation. Nous ne sommes pas à l'orée du lancement fonctionnel de la 5G au Gabon, pour la simple raison que la 5G, en termes d'investissement, en termes d'infrastructure, commande des montants effrayants pour la mise en place. Rupture totale, au débit beaucoup plus rapide qu'avec la 4G, la 5G demeurera alors un écosystème avec des applications véritablement industrielles, celles-là même capables de créer de la valeur ajoutée. Et depuis une semaine, les abonnés de téléphonie mobile s'approprient peu à peu la nouvelle numérotation téléphonique désormais à 9 chiffres. Les difficultés subsistent encore, mais l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, lève le voile sur cette migration technologique. C'était à la faveur d'une conférence de presse. D'autres détails avec Lolita Obono et Alexandre Nkogé. Officielle depuis le 15 novembre dernier, la nouvelle numérotation du Gabon est passée à 9 chiffres. Dans le cadre de cette modification du plan de numérotation, l'ARCEP, qui a pour mission de planifier les changements en concertation avec les opérateurs, est revenu sur les contours de ce changement. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes va être vigilant et va observer comment les opérateurs vont réagir. Si nous leur donnons un délai de 3 mois à peu près pour que tout rentre dans l'ordre, dans le cas contraire, les opérateurs seront sanctionnés. Nous allons donc axer les communications et les actions comme nous l'avions fait en termes de communication. L'autorité de régulation qui veille au bon déroulement de l'implémentation du plan a donné l'occasion aux opérateurs de communiquer une fois de plus afin de rassurer les abonnés sur certains problèmes rencontrés. Le plan de numérotage est passé pour tout ce qui est conventionnel dans leurs règles et avec perfection. Pour les questions de répertoire, il y a toujours, avec ou sans plan de numérotage, quelqu'un qui perd son répertoire.
avec WhatsApp qui est non conventionnel, avec qui on n'a pas de contrat, il va certainement se corriger rapidement pour s'adapter au nouveau plan de numérotage. Avec le support du régulateur, nous avons mis en place un délai assez large, contrairement à ce qui se fait dans le monde, qui est au moins de 3 mois, pour permettre à tous les clients, quels qu'ils soient, quel que soit le type de téléphone qu'ils aient, de progressivement changer eux-mêmes leur répertoire. Au terme de l'opération, l'ARCEP continue de suivre son déroulement. Le passage du plan de numérotation s'est ainsi déroulé avec succès et les difficultés rencontrées ont été identifiées et résolues. Près de 80 enfants âgés de 7 à 17 ans participent à la première édition des Samba Kids. À l'initiative de l'ONG Samba Lab, l'événement parrainé par Omar Defunzu aura le mérite de former les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et surtout pour coller à l'actualité marquée par la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Kenny Kanga Boussamba, Bertin Osaga étaient au cœur des ateliers. Missionnaire en ce jour d'école, il vient prendre part à la première édition des Samba Kids. Au programme 4 ateliers d'initiation, celui animé par Boursier Chibinda sera indéniablement son coup de cœur, numérique et éducation. Je me suis intéressée à l'atelier numérique parce que on apprend des choses sur l'ordinateur et c'est des pratiques qu'on fait informatique à l'école. Première journée, mais celui qu'on nomme déjà l'expert, à 10 ans, sait ce qu'il veut. Je voudrais faire me sortir le nouveau arc. C'est un jeu où on aura tous les dinosaures en même temps, les Pokémon, avec les outils, tronçonneuses, fusils. Comme tout le monde ne pourra jouer sur téléphone, tablette, télécharger. L'événement qui se tient dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat dédié aux enfants de 7 à 17 ans vise à aider ces derniers à comprendre leur environnement et susciter des vocations. Ces objectifs, c'est de pouvoir mettre les enfants dès le très bas âge au contact du monde de l'entrepreneuriat. L'organisation de l'emploi au pays n'est plus la même que dans les années 80 où les parents nous disaient que la seule issue de réussite était la fonction publique. Aujourd'hui, il est très important de faire l'école, mais de pouvoir penser à d'autres ouvertures comme l'entrepreneuriat. 3 jours durant, Jérémy et tous les autres, venus pour la plupart des maisons d'accueil et orphelinats de la place, pourront exprimer leur passion profondément enfouie de façon pratique dans ces ateliers aux côtés des coachs professionnels rompus à la tâche. Par contre, la campagne de sensibilisation et dépistage des cancers féminins, Octobre Rose à l'heure du bilan, après son lancement le 28 septembre dernier, les travaux de restitution ont été présentés au CHU Fondation Jeanne Ebory. La synthèse dans ce reportage de Guy Frédombian et Prestine Goua-Eman. 21 jours de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus à travers tout le pays. L'heure est au bilan de la 6e édition d'Octobre Rose. On a dépisté 10 300 femmes, donc on est à 124% de femmes attendues. On attendait au moins 10 000 femmes, ou plus 11. Là, nous sommes à 124%. Donc c'est vraiment une réussite, une forte adhésion des femmes. Finalement, le travail fait a donné des fruits parce que les cancers féminins ne sont plus au premier plan. Désormais, c'est le cancer de la prostate qui est le premier cancer en termes d'arrivée, en termes de tuerie. Parmi les femmes dépistées, certaines n'ont pas retiré leurs résultats. On a jusqu'à 49% de femmes qui sont négligentes parce qu'elles ne connaissent pas encore l'impact social que cause un cancer du col de l'utérus et un cancer du sein. À côté de cette négligence-là, nous avons la peur. Il faut dire qu'en Afrique, spécialement au Gabon, le cancer reste un mythe. Satisfait de l'ensemble de la campagne Octobre Rose, le ministre de la Santé s'est voulu optimiste. Ce mouvement d'ensemble, initié par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, nous constatons de plus en plus une forte adhésion des femmes au dépistage des cancers et plus particulièrement les personnes âgées de moins de 25 ans, comme le témoignent les résultats qui viennent de nous être présentés.
L'atelier de restitution des résultats de la campagne Octobre Rose édition 2019 s'est achevé par la remise d'attestations aux acteurs et partenaires sociaux mobilisés pendant tout un mois. Du sport à présent, basketball, l'organisation CID Projet organise des ateliers au collège Don Bosco de Mikolongo. À l'intention des jeunes basketteurs, les entraîneurs ont édifié ces jeunes apprenants sur le leadership. Compte rendu, John Zue, Eric Kassa. Pour cette deuxième journée au collège Don Bosco, les jeunes ont répondu présents à l'appel du CID Project. Les séances au travail sont l'œuvre des entraîneurs locaux. Ces derniers espèrent tirer chez ces jeunes basketteurs le meilleur d'eux-mêmes au profit du collectif. Normalement, les life skills sont destinés à permettre aux jeunes de comprendre certaines valeurs qui sont importantes pour leur développement ainsi que pour leur développement sur le terrain et hors du terrain, dans leur vie quotidienne. Bon, le leadership, nous avons eu des activités qui ont permis aux jeunes de comprendre l'importance de travailler en équipe, à quoi sert un leader et le leadership en communauté. Pour l'internationale gabonaise Géraldine Robert, le CID Project est une initiative qui permettra au basketball de prendre ses marques au Gabon et ce à travers la formation. Mon apport, c'est déjà tout ce qui concerne la jeunesse dans le milieu du basket au Gabon. Je me sens concernée, étant moi-même basketteuse professionnelle. J'ai été approchée par CID Academy pour être un de leurs coachs et c'est volontiers que je suis venue apporter mon expérience. Moi, déjà en tant qu'athlète de haut niveau, j'apprends, mais les coachs locaux aussi, ils apprennent. Les jeunes profitent des institutions l'une des meilleures institutions en Afrique concernant le basket, donc c'est vraiment un apport pour le Gabon. Ces différents ateliers spécifiques élaborés par CID Project contribuent à l'amélioration du style technique du joueur gabonais à la base. Les jeunes en sont conscients et travaillent très dur avec le staff mis à leur disposition. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h avec Andy Tungi. Moi, je vous dis à demain, 20h.